Chaque année au Québec, on dénombre entre 15 et 20 cas d'homicides conjugaux. L'homicide conjugal fait partie de la catégorie des homicides intrafamiliaux et représente la forme la plus fréquente avec près de la moitié des cas enregistrés. Les femmes sont les principales victimes de ce type d'infraction. Au cours des 10 dernières années, 80% des homicides conjugaux étaient commis par des hommes et 20% par des femmes. Chaque nouveau cas sème la tristesse et l'incompréhension, particulièrement lorsque le danger est ou aurait dû être connu des services sociaux, judiciaires et policiers. Dans un rapport d'enquête publique sur un double meurtre suivi du suicide de l'agresseur survenu à Baie-Comeau en 1996, le coroner soulignait que l'événement aurait pu être évité si les différents intervenants en homicide conjugal ou intrafamilial du milieu s'étaient concertés. Dans le cas présent, de nombreux signes précurseurs annonçaient le drame. Ce constat d'échec a mis en évidence les limites des modes d'intervention connus et a soulevé plusieurs questions sur ce qui pourrait être fait pour éviter la répétition de tels homicides. Les recommandations du coroner ont mené à la modification des lois entourant la confidentialité et le secret professionnel dans les cas où la sécurité des personnes pourrait être compromise. Ainsi, en 2001, la loi 180 a permis aux professionnels et aux intervenants en contact avec une victime ou un agresseur de lever la confidentialité en divulguant l'identité des personnes impliquées. En 2016, la loi 115, quant à elle, est venue préciser que la confidentialité peut être levée lorsqu'il y a un motif raisonnable de croire qu'il y a un risque sérieux de mort ou de blessure grave, physique ou psychologique. Ce risque doit menacer une personne ou un groupe de personnes identifiables et la nature de la menace doit inspirer un sentiment d'urgence. Ces lois favorisent donc une meilleure collaboration entre les différents partenaires du milieu. À cet effet, la mise en commun d'informations nominatives détenues par chacune des organisations amène une lecture claire des événements à risque et une prise de conscience évidente de l'urgence d'agir. La conclusion du rapport d'enquête public sur le cas d'homicide de Baie-Comeau vient renforcer la portée de la loi 180 en soulignant l'importance de travailler ensemble avec des objectifs communs, la protection des personnes et l'aide à l'agresseur. Faisant suite à ces recommandations, l'outil d'appréciation du risque d'homicide conjugal ou intrafamilial voit le jour. Cet outil, destiné aux intervenants du milieu, classe le risque d'homicide en 5 niveaux, soit le risque modéré, le risque aggravé, le risque sérieux, le risque imminent et le risque immédiat. Par exemple, si un individu a des antécédents dépressifs, ne fait pas preuve d'empathie et de compassion, manifeste une jalousie obsessive, nous nous trouvons devant un risque modéré. Dans une situation où la personne n'accepte pas sa séparation, harcèle la personne victime, verbalise des intentions suicidaires, nous faisons plutôt face à un risque aggravé. Si on observe une augmentation de la sévérité de la violence, une surveillance active, une crainte exprimée par la victime pour sa vie, il s'agit d'éléments de risque sérieux. Finalement, si l'individu, par espoir d'une reprise de sa relation, verbalise des intentions d'homicide, élabore un scénario d'homicide complet, le risque est imminent. Une fois les éléments de risque sélectionnés et le niveau identifié, l'outil nous amène à cibler les événements précipitants et les éléments de protection qui peuvent à leur tour influencer le niveau de risque attribué. Dépendamment du niveau de risque identifié, la stratégie d'intervention nous dirige vers une série d'actions à effectuer pour gérer ce risque et vers la planification du suivi de la situation. Plus on s'approche d'un risque imminent, plus la gestion du risque requiert une situation de suivi serrée et stricte, donc plus il y a urgence d'agir. L'utilisation de l'outil par les partenaires en violence conjugale du milieu, peu importe la clientèle en traitement, marque l'étape ultime dans l'adoption d'un langage commun en situation de crise. L'utilisation des mêmes facteurs de risque et des mêmes stratégies d'intervention lors des discussions entre intervenants des différentes organisations viennent donc clarifier et simplifier l'analyse et la prise de décision dans la gestion d'une situation à risque. On peut donc agir plus rapidement pour sauver des vies. Inspiré par les résultats des démarches des régions de Laval et de Lanaudière visant l'amélioration des collaborations entre différents services, l'Abitibi-Témiscamingue s'est doté de mécanismes pour faciliter la concertation afin d'intervenir encore plus efficacement et rapidement dans une situation à risque élevé d'homicide conjugal ou intrafamilial. Rabaska voit le jour en 2016. Tout en maintenant actifs les canaux de communication actuels dans chacune des organisations impliquées,
Rabaska initie la concertation à tous les niveaux d'action. Ainsi, Rabaska assure la formation et met à disposition des ressources spécialisées en matière d'appréciation du risque d'homicide conjugal. De plus, Rabaska introduit une nouvelle entité dans le processus de prévention, la cellule de crise. On retrouve 4 entités impliquées dans les mécanismes d'intervention de Rabaska, soit le comité de suivi, les répondants institutionnels, les coordonnateurs régionaux et la cellule de crise. Le comité de suivi chapeaute Rabaska en maintenant les liens et les réflexes de concertation et de collaboration en cas de situation de crise. Il assure la formation continue et le maintien des compétences des organisations en matière de prévention et d'évaluation des situations à haut risque d'homicides conjugaux et intrafamiliaux. Les répondants institutionnels sensibilisent leur propre organisation à l'existence de Rabaska. Ils utilisent la grille d'appréciation du risque d'homicide conjugal ou intrafamilial et ont généralement un pouvoir décisionnel dans leur organisation. Ils peuvent être interpellés par un intervenant à l'interne pour évaluer et analyser une situation à haut risque. Ils sont le lien entre leur organisation et les coordonnateurs régionaux. Les coordonnateurs régionaux spécialisés Rabaska soutiennent les répondants institutionnels en cas de crise. Ils ont une connaissance et une compréhension approfondie de la grille d'appréciation du risque d'homicide. Ils sont donc des experts dans l'analyse des situations et dans l'évaluation du risque d'homicide. Ils ont la responsabilité d'évaluer si la situation nécessite un plan d'intervention concerté ou le déclenchement d'une cellule de crise. La cellule de crise est spécifique à Rabaska. Elle représente la constitution d'un groupe d'intervention rapide pour une gestion des risques d'homicide conjugal ou intrafamilial. Elle est composée des partenaires les plus significatifs directement concernés par la situation de crise qui présente un risque sérieux ou imminent. À l'intérieur de la cellule, il y a levée de la confidentialité pour des échanges de renseignements précis vers la protection des personnes concernées et l'aide à l'agresseur potentiel. La cellule de crise voit à mettre en place et à arrimer rapidement les services nécessaires pour sauver des vies. Lorsque nous sommes confrontés à un risque d'homicide, le temps est compté et la coordination des services est essentielle. Il est donc primordial de parler le même langage, de s'entendre sur la nature du risque, les étapes et la trajectoire des services à suivre. L'outil d'appréciation du risque d'homicide est le langage commun de Rabaska. Rabaska propose une trajectoire en situation de gestion du risque d'homicide, soit le chemin que prend le Rabaska menant à la levée ou non d'une cellule de crise. Le premier coup de rame se donne lorsqu'un intervenant, dans le cadre de ses fonctions, identifie une situation inquiétante à haut risque d'homicide intrafamilial, suivi ou non d'un suicide, et considère que la portée de la situation dépasse son mandat. Le deuxième coup de rame amène l'intervenant à se référer à son répondant institutionnel pour une analyse plus poussée de la situation. La gestion du risque est donc ici prise en charge par l'organisation. L'intervenant identifie à ce moment-ci les services déjà offerts aux personnes impliquées et les services qui pourraient être offerts en vue de favoriser l'implication d'autres partenaires. Le répondant institutionnel, quant à lui, procède à une première évaluation du risque pour décider de gérer le risque à son niveau ou de communiquer avec l'un des coordonnateurs régionaux pour valider son évaluation du risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Le troisième coup de rame se donne dans la situation où le répondant institutionnel prend contact avec un coordonnateur régional expert dans l'analyse des situations et dans l'évaluation du risque d'homicide. Le coordonnateur est donc en mesure de poser des questions pertinentes au répondant institutionnel pour pousser l'analyse de la situation encore plus loin. L'évaluation du risque s'effectue alors par téléphone, sans renseignement nominatif des personnes impliquées. Il est possible ici de décider de joindre d'autres coordonnateurs régionaux. Si la situation survient à l'extérieur des heures de bureau, cette étape requiert que l'intervenant et le répondant institutionnel s'assurent de la sécurité des personnes impliquées. Le quatrième coup de rame amène le Rabaska à la croisée des chemins, obligeant les rameurs à faire un choix entre deux directions. Le niveau de risque nous dicte ici le chemin à suivre. Alors, si l'effet ciblé par l'intervenant, le répondant et le coordonnateur régional ne permettent pas à conclure à un risque sérieux ou imminent, le Rabaska s'engage dans le premier chemin, celui menant à l'élaboration d'un plan d'intervention concerté. Cette concertation se caractérise par un partage d'expertise en violence conjugale,
une évaluation de la dangerosité et une orientation de l'intervention vers l'élaboration des pistes de solutions, le tout en maintenant la confidentialité. Sur cette route, la météo est incertaine. La situation peut donc évoluer vers un danger imminent. Il est donc nécessaire de demeurer vigilant et de procéder à un suivi serré. Par contre, à la croisée des chemins, lorsqu'il y a motif raisonnable de croire à un risque sérieux qui menace la vie ou la sécurité d'une personne, le Rabasca prend rapidement le chemin de la levée d'une cellule de crise. Les partenaires les plus significatifs directement concernés par la situation et ou en lien avec les personnes touchées se rencontrent alors dans les plus brefs délais, par téléphone ou en visioconférence. Pour favoriser un processus de prise de décision et d'action rapide, à l'intérieur du groupe, il y a levée de la confidentialité par la divulgation de l'identité des victimes et de l'agresseur. Comme le barreur qui dirige l'équipage à l'arrière du Rabasca, un des coordonnateurs régionaux est désigné pour animer la cellule. Durant ce processus de gestion de crise, les discussions s'animent autour du partage de renseignements essentiels pour prévenir l'homicide, le suicide ou les blessures graves. Elles évoluent vers l'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence, sa mise en œuvre et l'arrimage des services nécessaires. Rabasca s'assure ensuite que les actions se posent. Il est possible de tenir des rencontres de suivi au besoin. Une rencontre post-cellule se tiendra pour évaluer l'intervention et valider son déroulement. Le tout dans le but d'améliorer les pratiques et nourrir les futures stratégies d'intervention. Ainsi, Rabasca nous offre une trajectoire aux portes déjà grandes ouvertes. Il intègre au processus de gestion de crise des personnes aux compréhensions approfondies et des experts servant de point de chute en matière d'appréciation du risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Il nous procure les mécanismes pour travailler ensemble de façon rapide et efficace plutôt qu'en silo, dans un but ultime: sauver des vies.